Bonsoir. Y a-t-il trop d'arrêts de travail? En tout cas, la sécurité sociale rôde. Elle veut rémunérer les médecins, je cite, en fonction de la pertinence des arrêts qu'ils délivrent. Ça grogne du côté des praticiens et leurs syndicats avaient rendez-vous cet après-midi à la CNAM pour discuter des honoraires pour les 5 prochaines années. Alors faut-il une rémunération des médecins à la performance? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Les décodeurs de l'écho, comme tous les soirs, avec des sujets très variés, à condition qu'ils aient toujours un rapport avec l'actualité économique du jour. Tenez, tout à l'heure, à 20h, on se posera cette question. Comment la Russie veut-elle redevenir un grand de l'espace? Oui, ce matin, alors c'était la nuit dernière pour nous, compte tenu du décalage horaire, il y a eu un tir de Soyouz, c'est le tout premier du tout nouveau cosmodrome, donc, dans l'extrême orient russe, celui qui va remplacer quoi donc? Baïkonour, oui, ça vous dit quelque chose? Baïkonour, Cap Kennedy, qui se sont tirés la bourre pendant des décennies. On ouvrira le dossier tout à l'heure à 20h. Là, tout de suite, un sujet qui nous concerne, qui vous concerne, bien entendu, puisque vous allez chez le médecin. Faut-il une rémunération des médecins à la performance? On va en parler avec Jean-Paul Ortiz. Il est médecin, président du syndicat, la CSMF. Un autre médecin, Jean-David Seitung, médecin hépato-gastro-entérologue. Et puis, à la tête d'une start-up qui s'appelle Inato, qui réalise des études cliniques pour les biotech, les medtech et les objets connectés. Et puis avec nous également Étienne Mainviel, professeur de management à l'école des hautes études en santé publique et qui professe également à l'Institut Gustave Roussy, l'Institut de lutte contre le cancer, donc qui se trouve dans le sud de Paris. Alors, revenons donc sur cette sorte de prime aux médecins, donc pour améliorer leur pratique, donc de ce que souhaite la sécurité sociale. Explication tout d'abord, Jean-Baptiste Huet, et puis on revient dans des cas concrets juste après. Les médecins sont tenus aujourd'hui de respecter de nombreux objectifs. Incitation pour prescrire des médicaments génériques, règles d'équipement de leur cabinet médical, dépistage de certains cancers. L'idée, c'est de coûter moins cher à la sécurité sociale. En contrepartie de ces bonnes pratiques, les médecins touchent le ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique. Une somme qui peut avoisiner les 6 700 € par an, un 13e mois en fait. Dans l'optique de réaliser de nouvelles économies, l'assurance maladie souhaite aujourd'hui inclure dans ses objectifs les arrêts de travail. Leur prescription est jugée parfois trop généreuse. Les syndicats de médecins n'y sont pas tous forcément hostiles, mais il y a parfois des abus, reconnaît le docteur Michel Chassan. En revanche, avec ce projet, les médecins se retrouvent avec une nouvelle couche administrative sur le dos, et ça agace. Michel Chassan. Écoutez, on a plutôt l'impression d'avoir une dérive d'une médecine administrative, c'est-à-dire qu'on demande de plus en plus de papiers, on demande de plus en plus de responsabilités en termes administratifs, alors que notre responsabilité première, c'est de soulager les gens. Je crois qu'au fil du temps, les caisses d'assurance maladie ont occupé une place qui n'est pas la leur dans la relation entre les médecins et les patients. Les médecins, ils sont là pour soigner les patients, ils ne sont pas là pour gérer les comptes de l'assurance maladie. Les médecins pourraient être prochainement invités à utiliser un site en ligne pour prescrire les arrêts maladie en appliquant des barèmes, 5 jours pour une grippe saisonnière, 3 pour une angine. L'assurance maladie et les syndicats ont jusqu'à la fin de l'été pour signer une nouvelle convention qui s'appliquera pendant 5 ans. Voilà, et puis on y reviendra évidemment sur cette convention médicale, sujet signé Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Oui, je voudrais qu'on rentre dans le concret. Tiens, docteur Seitung, vous êtes médecin hépato-gastro-entérologue. Concrètement, selon quels critères en ce moment vous délivrez des arrêts de travail? Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de médecins qui font référence à un barème, puisqu'apparemment l'assurance maladie a dit qu'il y avait des référentiels. Donc aujourd'hui, je crois qu'elle a parlé de 5 jours pour une grippe. On va y revenir, mais vous, voilà, aujourd'hui. C'est le jugement du prescripteur, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que ça dépend de la maladie, ça dépend du patient, ça dépend de la situation. Donc franchement, je crois qu'il n'y a pas de grille, quoi. Vous êtes fait vous-même une grille dans la tête ou pas? Non, pas du tout. C'est à l'appréciation de chacun, c'est en fonction des habitudes. C'est-à-dire que les causes de prescription d'arrêt de travail sont au bout d'un moment pour une spécialité donnée un petit peu toujours les mêmes. Et donc on arrive à peu près à apprécier au bout de combien de temps les gens vont pouvoir récupérer du problème qu'ils ont actuellement.
actuellement. Oui, docteur Ortiz, au-delà de votre casquette de président de la CSMF, vous êtes médecin vous-même, vous êtes néphrologue, là aussi, même question justement, lorsque vous avez un patient devant vous, comment est-ce que vous délivrez des arrêts de travail? Je crois qu'il faut analyser deux choses. La première, c'est effectivement la situation du patient, sa pathologie, sa plainte et le contexte dans lequel cela se passe. Et effectivement, l'habitude nous a donné des chiffres moyens d'arrêt de travail suivant la pathologie qu'il présente. Et je rappelle que la Haute Autorité de Santé a élaboré des référentiels types qui sont quand même assez complexes, parce que la durée d'arrêt de travail est indexée sur le type d'activité professionnelle. Sédentaire, où vous portez des poids légers, des poids moyens, des poids lourds. Donc vous voyez, c'est pas complètement simple. Néanmoins, il y a un référentiel, et je suis un petit peu moins sévère que mon confrère. Je pense qu'un certain nombre de médecins, lorsqu'ils ont besoin d'avoir un peu une idée sur ce qui se fait habituellement dans la profession, s'y reportent. Bien sûr. Mais surtout, le propre de l'activité médicale, c'est d'avoir une prise en charge de chaque patient de façon individuelle. Et ça, c'est très important parce que, effectivement, on adapte notre prescription à la situation particulière du patient. Quelle est la problématique au niveau des arrêts de travail et pourquoi la Caisse s'intéresse à ça? Parce qu'effectivement, il y a une augmentation du nombre d'arrêts de travail. Sur deux items en particulier, qui sont liés au monde du travail, qui sont les syndromes dépressifs et les lumbagos. Voilà pourquoi aujourd'hui nous constatons que ces deux motifs d'arrêt de travail sont en nette augmentation et ils reflètent un mal-être, un mal-vivre dans le monde du travail. Et c'est ça la problématique que nous avons aujourd'hui à gérer, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'une grille que la Caisse voudrait nous imposer dans la prescription médicale. La Commission des comptes de la Sécurité sociale, il y a 2 semaines environ, qui notait que l'augmentation des indemnités journalières, plus 3,5% en 2015 versus 2014, avait, selon elle, contribué au dérapage des dépenses de soins de ville. Alors, Étienne Mainviel, professeur de management à l'école des hautes études en santé publique. Alors, l'idée, donc, parce que j'ai compris, dans la tête, l'esprit des responsables de la CNAM, la Sécurité sociale, c'est d'inclure des nouveaux critères dans la rémunération des médecins, avec des objectifs fixés par ce qu'on appelle donc ROSP, rémunération sur objectif de santé publique. Qu'est-ce que c'est ces ROSP? Qu'est-ce que ça recouvre exactement? C'est en fait un mouvement qui n'est pas propre à la France, qu'on voit dans tous les pays industriels à l'heure actuelle. C'est dire que dans les systèmes de santé, les paiements traditionnels, comme le paiement à l'acte, doivent être complétés par d'autres formes de paiement. On sent que la notion, on dit, de mixité de paiement est devenue quelque chose d'assez essentiel. Et la ROSP est ce qu'on appelle un paiement à la performance, c'est d'ailleurs le titre de votre émission. C'est d'avoir une part complémentaire, donc ça ne doit pas se substituer au paiement à l'acte, c'est simplement un complément. Donc on en parlait, c'est actuellement 8 à 9% en complément du paiement à l'acte, sur une base de critères de qualité sur lesquels on évalue des objectifs atteints. Alors dans la ROSP, quels critères de qualité par exemple? Alors vous avez 4 dimensions, vous en avez une qui est sur l'organisation du cabinet, qui est quelque part, je dirais, pour résumer rapidement, une subvention un peu déguisée sur l'infrastructure, sur les systèmes d'information, sur les logiciels, mais qui a en soi-même sa logique, mais qui n'est pas tout à fait dans la même logique du paiement à la qualité des 3 autres dimensions qui sont sur la prévention, sujet sur lequel il est fondamental de mettre l'accent. Sur le suivi des maladies chroniques, on sait qu'à l'heure actuelle, c'est un sujet clé dans le système de soins. Il est important qu'il y ait des critères sur le suivi de ces maladies. Et le 4e, donc, sur la prescription, notamment, par exemple, avec le fait de prescrire des antibiotiques génériques qui, on sait, évidemment, coûtent moins cher. Donc c'est un ensemble de critères sur lesquels on fonde la rémunération. Oui, on dit qu'en 2015, près de 90 000 médecins ont perçu 4 500 € en moyenne au titre de la ROSP, justement. C'est versé par qui? C'est versé directement par la Sécu? C'est versé par le... Expliquez-nous concrètement. Oui, c'est pas le patient qui paye en plus la consultation? Non, c'est versé par la Sécu, c'est un complément du paiement à l'acte. Ça fait effectivement une somme qui commence à ne pas être négligeable, vous voyez, 4 500 en moyenne. Donc c'est pour les
pour les médecins maintenant, c'est un élément assez clé, si vous voulez, de prise de conscience sur leur salaire. Je voudrais insister sur un point, c'est que c'est aussi un changement un petit peu d'incitation, c'est-à-dire que le paiement à l'acte, historiquement, et on pourrait parler de l'hôpital, c'est la même chose avec la tarification à l'activité, joue beaucoup sur une incitation de volume d'activité. Avec la ROSP, avec ses paiements à la qualité, on essaye d'introduire une nouvelle logique, si vous voulez, qui touche le cœur du métier sur la qualité de la pratique et la qualité des soins. Ça, je crois que c'est très important à souligner. Je voudrais terminer en disant que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui se fait peut-être dans des proportions beaucoup plus importantes d'ailleurs qu'en France. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, dans la loi Obamacare, Medicare propose pour fin 2018 que 50% des paiements des hôpitaux ou des médecins soient fondés sur des nouveaux modes de paiement, c'est-à-dire l'équivalent de la ROSP américaine ou des paiements à la coordination. Donc vous voyez qu'on est, nous, avec 9% sur les médecins généralistes, et sur l'hôpital, avec le paiement à la qualité, on est dans les 0,5%. On est assez faible en comparaison. On est très très loin. Oui, alors on a compris, c'est une sorte de prime octroyée donc aux médecins pour améliorer donc leur performance. Docteur Ortiz, à la tête de la CSMF, est-ce que cet argent qui arrive, est-ce que c'est motivant? Est-ce que ça a changé votre comportement? Excusez-moi, mais je ne parlerai pas de prime. Nous avons, grâce à la rémunération sur l'objectif de santé publique, un outil qui valorise la mise en place d'une démarche qualité et qui tire l'ensemble de la profession vers une amélioration de sa pratique médicale pour le bien-être de la population et pour une meilleure prise en charge de chacun des patients et chacun des Français. Et ça marche. S'il n'y avait pas eu cette prime, est-ce que vous seriez allé dans cette direction? C'est ça la question que je pose. Et ça marche, et c'est un mécanisme incitatif qui est vertueux. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est motivant, ça a modifié les comportements des médecins? Oui, mais bien sûr. D'abord, ça a diminué la variabilité des pratiques. Et la deuxième chose, c'est que ça a amené l'ensemble des médecins vers une amélioration de leur prise en charge. C'est peut-être pas la seule raison, en tout cas, il y a contribué. Le suivi des maladies chroniques. Nous sommes passés d'un taux d'atteinte des indicateurs de 50% il y a 4 ans à 60% maintenant. La prévention de 35 à 42%. La prescription, c'est-à-dire l'efficience, la bonne prescription, de 56 à 76% d'indicateurs qui sont réalisés. Voilà la réalité. En 4 ans, on voit bien que c'est un mécanisme extrêmement favorable pour la population. Et je dois rajouter, et on en parlait tout à l'heure avec M. Mainviel, que de plus, la ROSP s'autofinance. Pourquoi ? Parce que l'item qui a le mieux progressé, c'est celui sur la prescription médicale, plus 20 points en 4 ans, et c'est l'item où il y a le plus de gains en matière non seulement de santé publique, de pertinence de prescription d'un antibiotique, mais aussi en matière économique, puisque c'est là où on retombe sur la prescription des antibiotiques les moins chers, la prescription des génériques, etc. Autrement dit, ce n'est pas vraiment une dépense pour l'assurance maladie, mais c'est un mécanisme gagnant-gagnant, gagnant-gagnant pour tous les acteurs, oui, le payeur, le médecin et surtout le patient. Oui, Étienne Mainviel, encore une question, professeur de management à l'école des hautes études de la santé. Quand on connaît le volume du déficit du régime général, alors environ 12 milliards de mémoire, et puis la branche maladie, c'est la moitié, à elle seule, c'est la moitié du déficit de la branche générale, donc un peu plus de 6 milliards. Cette ROSP, ces indicateurs de performance justement, en quoi ils ont contribué à faire baisser ce déficit? Je dirais que c'est certainement très marginal. Ah oui? Mais il faut vous replacer dans le contexte. Vous posez la question, évidemment, que tout le monde se pose à l'heure actuelle, c'est comment faire des économies. On y reviendra dans le détail. Je voudrais juste, mais sur le principe, c'est vous dire, actuellement, je crois qu'il y a un certain consensus pour dire, il faut rechercher les gaspillages où ils sont dans le système. Oui. Il y a des études qui commencent à documenter le fait que c'est les hospitalisations injustifiées, c'est des doublons de prescription, etc. Ce que je veux dire, c'est que la ROSP est un élément dans un édifice plus général qui consiste à trouver des solutions sur chaque gaspillage et de déclencher, comme le disait M. Ortiz, des comportements vertueux. La grande difficulté, c'est, je crois que tout le monde est d'accord sur le diagnostic, mais c'est le mode d'action qui est en jeu pour arriver à ce que tous les acteurs du système, les médecins généralistes, spécialistes, les hospitaliers, soient beaucoup plus vertueux et avec un gain d'efficience à la fois sur la qualité. Mais ce qu'on observe aussi dans certaines études, pour terminer, c'est que quand les personnes sont vertueuses sur la qualité, souvent ça entraîne aussi un effet d'économie. Il y a pas mal de situations, si vous voulez, où vous pouvez être à la fois
meilleure en qualité et plus économe. Docteur Jean-David Zeitoun, vous nous racontiez tout à l'heure comment est-ce que vous-même, selon quels critères donc vous prescriviez des arrêts de travail. Vous subissiez des contrôles de la sécurité sociale. Comment est-ce qu'ils s'organisent? Parce que la sécurité sociale, apparemment, donc elle hausse le ton, elle vous demande de mettre en place des indicateurs de performance. Jusqu'à présent, elle vient vous voir, elle vous regarde un petit peu, comment vous ça arrive qu'ils viennent nous voir effectivement pour nous donner justement un petit peu nos indicateurs et nous comparer à nos homologues. Donc ça m'est déjà arrivé et ils le font très régulièrement, je pense. Et c'est sur quel ton? C'est plutôt du conseil ou c'est pan sur les doigts? Ils essayent d'être diplomates parce qu'ils se doutent que c'est pas évident d'arriver chez quelqu'un et de lui dire ça tu fais bien, ça tu fais pas bien. Donc ils essayent de bien s'y prendre et ça se passe pas forcément mal. Mais c'est en même temps ce qu'ils vont vous demander là désormais, hein, le côté de bien s'y prendre justement. Il va y avoir une grille de lecture qu'il va falloir. Oui, bien sûr. Bon, la clé sur ces choses-là, c'est le choix des indicateurs et savoir s'ils comparent des choses comparables. Donc moi, je suis gastro-entérologue, mais il s'avère que comme sur spécialité, je fais de la proctologie, c'est-à-dire pour le dire vite, de la chirurgie hémorroïdaire. Vous imaginez bien qu'après ce type d'intervention, on prescrit un arrêt de travail assez important parce que c'est pas évident de reprendre le boulot tout de suite. Et j'ai reçu un courrier de la Sécu il y a 6 mois de ça qui me disait justement que par rapport à ce que eux appelaient mes pairs, je prescrivais 3 fois plus d'arrêts de travail en moyenne que les autres gastro-entérologues. Et la gastro-entérologie, c'est pas une spécialité où on prescrit énormément d'arrêts de travail. Comment se justifie alors? Alors je leur ai dit la vérité, donc je leur ai fait un courrier circonstancié où je leur ai dit moi j'ai pas de problème pour être comparé, mais il faut me comparer avec des proctologues qui opèrent comme moi entre 5 et 600 patients par an. Et si vous me dites que par rapport aux gens qui opèrent entre 5 et 600 patients par an des hémorroïdes, je prescris encore 2 fois plus. Moi, j'ai pas l'impression d'être particulièrement permissif. Là, à ce moment-là, je voudrais bien me remettre en question et me dire que peut-être que j'ai la main trop lourde sur l'arrêt de travail. Bon, j'ai eu une réponse qui disait qu'en fait, ça allait et qu'ils ne s'étaient pas intéressés à ce niveau de détail, mais pourtant, c'est la clé, je pense. Oui, alors justement, ces critères mis en place, critères de qualité que voudrait mettre en place la sécurité sociale. Alors, on a tout de suite, et vous avez peut-être pensé ça tout de suite, on y reviendra avec vous, docteur Ortiz, les syndicats de médecins, en disant attention, c'est de la mercantilisation, c'est de l'infantilisation. Bon, la ministre Marisol Touraine, elle a voulu se montrer rassurante. Elle était sur France Inter ce matin. Que dit-il? Il s'agit juste d'une mesure d'incitation pour prendre en compte les critères édictés par la CNAM. On écoute Marisol Touraine et on revient tout de suite. Il ne s'agit en aucun cas de dire aux médecins vous serez mieux rémunérés si vous prescrivez moins d'arrêts maladie, mais de leur dire il serait souhaitable que vous teniez davantage compte des références qui ont été établies. Voilà, alors ça c'était Marisol Touraine sur France Inter. Ce qu'elle dit, c'est il ne s'agit pas de mieux vous payer, vous, docteur Ortiz, si vous mettez en place ces critères de qualité. Vous êtes convaincu par ce qu'elle dit? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Ça m'aurait étonné. Et très clairement, nous nous opposerons fermement à l'introduction dans la rémunération sur le dossier de santé publique d'un mécanisme concernant les arrêts de travail, les arrêts maladie. Pourquoi? Parce que ce dont on voudrait nous faire avaler, c'est un mécanisme où nous irions vers une médecine formatée, normalisée, puisqu'on nous met en face d'une pathologie une durée d'arrêt de travail. Alors en l'occurrence, je vais préciser en effet, un barème. Actuellement, les médecins sont invités à prescrire 5 jours d'arrêt de travail pour une grippe saisonnière, 3 pour une angine, 21 jours pour une entorse grave lorsque le patient effectue un travail physique lourd. Ça vous convient pas? Ce qui me convient pas, c'est pas que nous ayons des règles de consensus général que l'on peut appliquer ou ne pas appliquer, mais en tout cas avoir une référence au niveau de la profession qui peut être partagée, qui peut être pertinente ou pas d'ailleurs. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas question que nous rentrions dans un mécanisme où on nous imposerait, où on nous fliquerait par un mécanisme de déclaration directement sur le site Amélie, c'est-à-dire au niveau de la CNAM, directement par informatique, un arrêt de travail avec une durée en regard. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là... un système de cases, voilà. Et dans... Telle absolument. Maladie, c'est comme ça que c'est présenté. Parce qu'à ce moment-là, la caisse peut immédiatement fliquer et le médecin s'il est déviant, entre guillemets, et le patient et le contrôler immédiatement. Autrement dit, la caisse rentre dans le dialogue et la confiance qu'il peut y avoir dans cette prise en charge
personnel et adapté à chacun des patients. Ça n'est pas possible et c'est complètement inacceptable pour le bien de nos patients, parce qu'on n'acceptera jamais de rentrer dans un système de ce type-là. Donc, à partir du moment où on met un mécanisme comme ça, c'est non. Ouais, ce que vous ne voulez pas, l'un et l'autre, hein, c'est un système, parce que pour l'instant, vous... J'ai pas dit ça. Hein, non, mais attendez, je vous posais la question, pardon. Jusqu'à présent, vous prescrivez des arrêts de travail sur des feuilles, en papier, hein, tout absolument. Simplement. La Sécu voudrait que vous rentriez ça directement sur votre PC, justement. Un rhume égale ça, une faiblesse cardiaque égale ça, un mal au genou égale ça. Et ça, vous en voulez ou pas, vous? Non, mais je pense que le barème que vous avez dessiné, qui est celui qu'on a eu dans la presse, il est un petit peu grossier, quoi. 21 jours. Si vous avez une entorse de cheville, je suis pas sûr que vous allez arrêter de venir à BFM Business pendant 21 jours, parce que... Voilà, d'accord. Bon, donc chaque personne est différente et appliquer un barème comme ça, c'est un petit peu grossier. On peut pas faire le reproche à l'assurance maladie de s'intéresser à ce qu'elle finance, c'est normal. Et la sécurité sociale a fêté 70 ans en octobre dernier, et ça fait seulement quelques années que les ROSP existent, et ça a été une grande transgression dans le fait justement d'apporter un complément de rémunération non plus seulement au volume, mais aussi à la valeur. Donc ça, on peut pas non plus leur faire le reproche. Mais je pense qu'à la fois la méthode et le choix des indicateurs sont un petit peu inadaptés. Oui, Étienne Mainviel, professeur de management à l'école des hautes études de la santé. Pourquoi la Sécu, elle fait ça? Il y a des abus ou pas? Il y en a certainement, évidemment qu'il y a des abus. Le problème, si vous voulez, c'est un sujet, moi ça m'évoque deux points. Le premier, c'est un cas emblématique finalement de la manière de standardiser les modes de travail. Jusqu'où c'est acceptable dans un milieu comme le milieu médical. Et ça, c'est un débat qui est récurrent d'une certaine façon dans tous ces systèmes. On a un cas qui est tout à fait analogue aux États-Unis avec les taux de réadmission qui sont introduits, où les hôpitaux qui ont le plus de réadmission à 30 jours sur un de pathologies chroniques sont pénalisés, ont 1% de leur budget qui est retiré. Et il y a, si je puis dire, la même controverse aux États-Unis sur le fait que l'indicateur est compliqué à interpréter, qu'il y a des jeux de gaming, que, comme le dit mon voisin, il y a des situations où c'est pas 21 jours, etc. Moi, je voudrais juste, le deuxième point, c'est de dire, au fond, le principe est sans doute bon. L'enjeu à l'heure actuelle, c'est d'arriver à trouver des modes d'action entre les tutelles, donc l'assurance maladie, et le monde professionnel, qui permettent de progresser ensemble sur ces questions de gaspillage. On voit bien que quand on introduit un malus, quand on essaye de codifier... Là, pardon, je vous une parenthèse, il n'est pas question de mettre un malus, il est question de payer peut-être davantage un médecin qui se conformerait donc à une notification par électronique des arrêts de travail et en acceptant donc les critères au nombre de jours par malus. Et la Cour des comptes a demandé un malus sur... alors là, pour l'instant, il n'y est pas encore au malus. Si, ils en ont parlé. Alors, ce matin, il y a ces deux sujets. Alors, ce matin, en négociation conventionnelle, il nous a été proposé d'introduire un malus sur certains indicateurs. Et là aussi, nous refusons la mise en place d'un malus. Pourquoi nous refusons la mise en place d'un malus? Parce que la rémunération sur l'objectif de santé publique, la ROSP, est un mécanisme d'amélioration de la qualité. À partir du moment où vous êtes dans un mécanisme d'amélioration, qui doit être un mécanisme incitatif, on ne peut pas introduire une pénalisation. Du punitif. C'est pas possible, c'est incompatible, sinon on tue le concept et on va entraîner un désengagement des médecins. Donc, le malus, c'est contraire complètement à l'idée de mettre en place une démarche qualité et une valorisation de la prise en charge. Un mot encore chacun et puis on se retrouve dans Étienne Mainviel. Moi, ce qui me frappe à l'heure actuelle sur ce sujet, c'est qu'on cristallise tout d'un coup et ça prend des proportions importantes dans un contexte beaucoup plus général où la question c'est de savoir, face à un monde professionnel qui est quand même en difficulté à l'heure actuelle, il y a le tiers payant et les relations se sont dégradées, les médecins généralistes sont pas assez nombreux, ils sont isolés, etc. C'est de trouver des mécanismes d'action publique à l'heure actuelle d'accompagnement qui permettent que le monde professionnel, avec les tutelles, parce que la contrainte économique est réelle, trouve des solutions. Et on voit bien que la notion de malus ou de codification sur des sujets très sensibles comme ça n'est sans doute pas la bonne voie. Docteur Zeytoun. Oui, non, je pense que le malus, ça passera pas. C'est-à-dire que ce serait vraiment une faute politique majeure d'introduire un malus par rapport aux ROSP qui ont été plutôt bien acceptés par la communauté. On continue dans un instant. Est-ce qu'il faut une rémunération des médecins à la performance? Premier thème ce jeudi soir des décodeurs de l'écho. On revient vite sur BFM Business, à tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho.
restez avec nous toute la soirée, les décodeurs de l'écho. Tenez, dans un quart d'heure, autre sujet, comment la Russie veut-elle redevenir un grand de l'espace. C'est Vladimir Poutine qui assistait lui-même la nuit dernière donc sur le nouveau cosmodrome de l'extrême-orient russe qui a été installé. C'est celui qui va remplacer Baïkonour au premier tir donc d'une fusée Soyouz. En dehors de Baïkonour, vous savez, c'est au Kazakhstan, oui, et la Russie, elle a des grandes ambitions, elle ne veut plus dépendre d'un autre État, justement, d'un État voisin, et à qui elle paye chaque année, donc un terrible loyer, justement. Voilà, c'est la fierté, c'est l'autonomie russe, on y reviendra évidemment. Pour l'instant, on parle de votre santé, de ceux qui, justement, prescrivent des médicaments, des conseils, les médecins, avec cette question ce soir, faut-il une rémunération des médecins à la performance? Tout est parti du fait que la sécurité sociale, aimerait justement rémunérer les médecins en fonction de la pertinence des arrêts maladie qu'ils délivrent. Un coup d'envoi, en tout cas nouvelle étape aujourd'hui des discussions entre la CNAM, la sécurité sociale, et les syndicats de médecins pour fixer un cap pour les 5 prochaines années sur leur rémunération. Et les syndicats de médecins, et d'ailleurs on est avec le président de la CSMF qui est avec nous, le docteur Ortiz, vous dit clairement, non, donnez-nous, laissez-nous notre capacité de jugement face aux besoins particuliers du patient. On n'a pas besoin d'être rémunéré à la performance. C'est ce que vous dites. J'ai pas dit ça. Je dis la rémunération à la performance fait partie du chiffre d'affaires, de l'honoraire du médecin. C'est un bon mécanisme parce qu'il tire la profession vers une amélioration de la qualité. Nous ne pouvons pas accepter qu'une partie de la rémunération à la performance soit indexée sur l'utilisation de grilles pour les arrêts de travail, c'est-à-dire d'une médecine normative qui soit, qui plus est, déclarée directement en ligne, c'est-à-dire sur notre ordinateur, directement à la CNAM. C'est ce que je disais, donc la liberté de jugement du médecin, voilà, c'est ça. Bien sûr, nous tenons, parce que c'est le cœur de notre métier, il faut que nous gardions cette possibilité d'adapter une prescription à chacun de nos patients, parce que chacun est unique. Et ça, c'est fondamental. Étienne Mainviel, professeur de management à l'école des hautes études en santé publique, et puis également qui intervient également dans le cadre de l'Institut du cancer Gustave Roussy. C'est à Gentilly, c'est ça, non? Villejuif. Villejuif, pardonnez-moi, oui, c'est dans le sud de Paris. Aujourd'hui, donc je le disais, on démarrait ou se sont poursuivis des négociations sur ce qu'on appelle la convention médicale entre la CNAM et les syndicats de médecins. L'idée, c'est quoi? C'est de fixer un cadre sur la rémunération des médecins pendant les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'on en attend, justement? On va tout changer, tout casser? Non, alors ça, je pense qu'en France, c'est pas la manière qu'on fait habituellement. On est plutôt par petites touches. C'est de la rationalisation douce, si vous voulez. Par comparaison, par exemple, aux États-Unis, vous voyez, sur le débat sur la codification et le malus, qui est la deuxième point sensible. Sachez, je continue juste l'exemple très rapidement. Les mauvais établissements aux États-Unis sont pénalisés, mais ils donnent en plus, ce qui est une double peine, si je puis dire, ils redonnent la somme aux bons. Donc ça voudrait dire en France, vous voyez, que les mauvais médecins généralistes ou spécialistes abonderaient les bons médecins. Des bons imaginez. Bon. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des formules... les bons selon les critères de la sécurité sociale. Selon les critères de la sécurité sociale. Mais c'est pour vous dire qu'on est dans des mécanismes où, d'une certaine façon, même s'il y a polémique, on est quand même dans une démarche assez douce comparativement à d'autres pays. Par contre, le cap, c'est clair, c'est de faire des économies, il y a un effort triennal et tout l'ensemble du système est mobilisé par ça. Et c'est la question, si vous voulez, de savoir où se situent les économies, ces gaspillages. Moi, je tiens simplement à souligner qu'on commence à documenter des études fort intéressantes qui montrent que les gaspillages sont au fond dans tout le processus de soins, dans toute l'organisation. C'est pas tellement le coût administratif, c'est pas tellement le prix des médicaments, c'est pas tellement la fraude en tant que telle qui est parfois mise en avant, vous voyez, et qui est très sensible. C'est tous ces gaspillages de doublons de prescription, d'hospitalisation injustifiée, de mauvaise orientation du patient. Et donc, si on part de ce constat, la question c'est de savoir comment on va toucher ces gaspillages et comment on améliore. Moi, je crois que les mécanismes, et c'est là le point crucial, c'est de comprendre comment, sans casser la confiance par rapport au milieu professionnel, on enclenche des dynamiques assez vertueuses où les gens font de la qualité et de l'efficience, en fait, de la qualité et de l'économie en même temps. Mais un petit peu d'incitation, ça ne peut pas faire de mal quand même. L'incitation positive, typiquement les paiements à la qualité, si vous voulez, marchent quand c'est l'incitation positive. Alors c'est vrai que c'est une enveloppe supplémentaire. Oui, on le rappelle, les chiffres que je donnais tout à l'heure, 4 500 € en moyenne, donc, en 2015 pour 90 000 médecins.
moins. Voilà, ce qui est pas négligeable. Mais après, vous voyez, par exemple, la prescription des antibiotiques et des génériques a été acceptée par les corps professionnels. Donc il y a des exemples sur lesquels on avance, si je puis dire, où la qualité et l'économie se retrouvent au bout du compte. Donc il faut trouver des modalités où il y a la relation de confiance qui n'est pas cassée avec un monde médical qui, il faut reconnaître, actuellement souffre quand même pas mal, puisqu'il y a... et avoir cette vision d'ensemble sur le cap sur le gaspillage. Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez. Et dernier point, c'est démontrer la valeur ajoutée, parce que, alors ça c'est d'un point de vue, je dirais, scientifique, on n'est pas toujours certain que tout ce qui est annoncé en termes de gains est réellement observé quelques années plus tard, et on a besoin d'avoir une politique d'évaluation très forte, très musclée sur ce qui est annoncé. C'est-à-dire que quand on annonce qu'on va faire une économie de 100 millions d'euros, d'avoir des études assez sophistiquées, mon voisin est aussi dans ce domaine, qui permettent de comprendre si réellement on obtient ces gains-là. Il y a des phénomènes qu'on commence à découvrir, je disais tout à l'heure, le fait d'être comportement vertueux sur la qualité, il y a des études qui montrent qu'en fait les médecins, quand ils sont vigilants sur le cœur de métier là-dessus, sur la qualité, ils sont aussi plus économes. Donc ça, c'est des effets d'apprentissage, vous voyez, collatéraux, qu'on n'a pas encore très bien évalués. Justement, le docteur Jean-David Zeytoun est aussi avec nous, médecin hépato-gastro-entérologue, justement, sur cette notion de rémunérer les médecins à la performance. Il faut qu'on en parle lors de cette convention médicale ou pas ? Oui, je pense que c'est incontournable parce que les médecins eux-mêmes cherchent à ne plus être rémunérés au volume, mais aussi à la qualité de la prestation, qui est multidimensionnelle et très difficile à mesurer et à apprécier. Mais ça fait partie des choses qu'ils demandent, donc c'est le sens de l'histoire. Par exemple, pour une discipline comme la vôtre, donc la gastro-entérologie, ça se mesurerait comment, par exemple ? Pour toutes les disciplines, le fait de prendre en charge des maladies chroniques, c'est beaucoup plus complexe, en général, que les soins aigus dans l'ambulatoire. Et donc ça nécessite de collaborer avec les collègues, parce qu'en général, quand on a une maladie chronique, on en a plusieurs, et donc ça nécessite de discuter avec les gens et de tenir compte des autres spécialités. Et puis, c'est des consultations qui sont en moyenne plus longues et donc qui demandent un petit peu plus d'implication. Donc ça, c'est ce qu'ont demandé beaucoup de médecins à ma connaissance. C'est forcément pertinent, mais ça va être difficile à rémunérer. Mais c'est le fait que la prise en charge des maladies chroniques, et y compris pour les médecins généralistes qui sont des grands coordonnateurs de soins, doit être récompensée, et donc entre autres de façon financière. Alors un mot chacun, Étienne Mainviel et le docteur Ortiz à la tête de la CSMF. C'est un prolongement, parce que c'était effectivement important, c'est de dire il y a deux nouveaux modes de paiement en complément des paiements au volume, à l'acte ou tarification de l'activité. Il y a les paiements à la qualité dont on vient de parler dans le cas de la ROS, et puis il y a tout ce chantier... Alors on rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent, la ROS, c'est la rémunération sur objectif de santé publique. Voilà exactement. Et puis il y a les paiements dits à la coordination. Mon voisin a employé ce mot, c'est un point clé actuellement. La coordination entre tous les acteurs du parcours de santé du patient. Le meilleur exemple, c'est Hôpital Médecine de Ville. Vous avez un indicateur national, par exemple, produit par la Haute Autorité de Santé, qui est le délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation au médecin traitant dans un délai raisonnable qui est considéré de moins de 8 jours. Jusqu'à un passé récent, c'est en train de changer, mais jusqu'à un passé récent, plus de 50% des courriers étaient envoyés avec un délai supérieur à 8 jours. Voilà un phénomène sur lequel on voit que la coordination ne fonctionne pas. C'est un petit élément, mais ça montre qu'il y a des gisements sur la coordination. C'est là qu'il faut mettre l'accent. Et il y a des paiements à la coordination qui sont développés dans les différents pays. La France a aussi intérêt certainement à expérimenter très vite ces modes de paiement. Et tout ça, juste, je vous la repose, cette question, eu égard à ce que vous venez de nous expliquer. Tout ça, ça contribue ou pas à alléger le déficit de la sécurité sociale ? C'est des réformes de structure. On parle toujours finalement, vous voyez, dans les mandats présidentielle, des réformes de structure. Il faut avoir un schéma général, si vous voulez, autour de la stratégie nationale de la santé, avec posé un cap sur l'idée du parcours de santé. Le diagnostic est assez consensuel. Il y a une réforme de structure au sens où il faut qu'il y ait plus d'intégration et plus de coordination entre les différents éléments du système, les médecins généralistes, les spécialistes de ville, l'offre de soins de premier recours, et évidemment l'hôpital et le médico-social. On a un enjeu à ce que cette coordination soit incitée positivement, avec l'espoir et avec de l'évaluation pour le démontrer, qu'il y ait du gain économique là-dessus. Docteur Jean-Paul Ortiz. Deux remarques essentielles. Où sont les gisements en matière d'efficience dans notre système de santé? Et quels sont les défis que nous avons relevés? Les gisements sont ceux d'un recours excessif et désordonné à l'hôpital. Tous les experts le disent. Nous avons en France le taux d'hospitalisation un des plus hauts, si ce n'est le plus haut, de tous les pays de l'OCDE. Et quel est le défi que nous devons relever? C'est un défi double, c'est celui d'un vieillissement de la population, avec le problème de la dépendance et des grands vieillards,
est celui des polypathologies chroniques qui s'accumulent. Avant, vous aviez une seule maladie, maintenant, vous avez une, puis deux, puis trois maladies chroniques que nous allons suivre pendant des années, voire des dizaines d'années chez des personnes âgées, voire très âgées. Et cette population, il est fondamental qu'on puisse la maintenir à domicile le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'elle y est mieux et parce que ça coûte moins cher à la collectivité. Et pour ça, il nous faut effectivement favoriser la prise en charge coordonnée de cette population entre tous les acteurs avant qu'elle ne puisse aller à l'hôpital en cas de décompensation aiguë et qu'on ait un recours à l'hôpital qui soit organisé et cohérent. Voilà les grandes lignes de ce que nous devons faire pour le système de santé demain. Alors comment faire? Il faut d'abord améliorer la coordination entre le médecin traitant et les médecins spécialistes de proximité. Nous avons une originalité en France extraordinaire, c'est une grande richesse. Nous avons un maillage territorial en médecine générale et en médecine spécialisée de proximité que beaucoup de pays européens nous envieraient et nous envient. Parce que dans d'autres pays européens, tous les spécialistes sont à l'hôpital. Ce n'est pas le cas en France. Servons-nous de ce gisement, améliorons la coordination, favorisons la coordination entre le médecin généraliste et ses correspondants médecins spécialistes de proximité et déjà nous éviterons de grands recours aux urgences hospitalières. Deuxième possibilité fondamentale, pour maintenir les patients à domicile le plus longtemps possible, il faut améliorer la coordination avec les autres acteurs de la prise en charge, avec l'ensemble des professionnels de santé libéraux, l'infirmière, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, etc. Et ça, c'est le défi que nous devons relever ensemble. Et en faisant ça, nous éviterons des dépenses coûteuses, nous éviterons une morbimortalité excessive avec un moindre coût général et les patients s'en trouveront mieux. Alors, voilà ce que nous proposons pour demain et là nous avons des possibilités et cette convention dont on parlait tout à l'heure doit permettre d'aller dans ce sens-là et doit permettre de valoriser le médecin en particulier lorsqu'il fait des prises en charge plus lourdes, plus longues et qu'il y passe du temps. Et je plaide pour une consultation, je terminerai là-dessus, pour une consultation médicale qui ne soit plus à tarif unique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir votre médecin... En fonction de quoi alors? Vous n'y allez pas en fonction, vous n'y allez pas pour un seul motif ou une broutille, vous y allez la plupart du temps pour plusieurs raisons et plusieurs causes. Et on le sait bien dans nos cabinets, nous avons ces patients qui arrivent avec une petite liste où ils ont noté l'ensemble des problèmes qu'ils ont. Il suffit de définir le contenu des consultations moyennement lourdes, simples, lourdes, voire très lourdes. Et en définissant le contenu, nous aurons une valorisation de l'implication du médecin, parce que dans nos cabinets, nous avons des consultations de plus en plus lourdes. Cette implication du médecin, est-ce qu'elle ne passe pas aussi par l'innovation? Vous nous dites, docteur Ortiz, il faut décongestionner l'hôpital, il faut maintenir le plus possible les gens à domicile. Docteur Zeytoun, outre votre fonction de médecin gastro-entérologue, vous êtes à la tête d'Inato, donc une start-up qui réalise des études cliniques pour les biotech, les medtech, les objets connectés. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi rémunérer les médecins à la performance peut-être, mais aussi en fonction de l'innovation qu'ils déploient justement pour faire en sorte que ces patients qui se retrouvent peut-être loin d'un hôpital puissent justement consulter à distance des médecins, voilà, grâce à l'e-médecine. Racontez-nous. Oui, on peut soit les rémunérer, soit les subventionner. Ce ne serait pas illogique pour le système de soins de se servir de la technologie là où ça a du sens pour améliorer globalement la prise en charge des populations. C'est difficile à faire. Les Américains ont fait ça en parallèle de l'Obamacare et ça leur coûtait énormément d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui s'appelle la loi high-tech qui a distribué aux médecins parce qu'ils disaient, bon, gratuit c'est pas assez cher, donc il faut donner de l'argent aux médecins pour qu'ils s'équipent justement en technologie. Et donc, les consultations. Alors c'était juste en dossier médical électronique. Dossier médical électronique. Donc ils ont distribué 30 milliards de dollars et ils sont passés de moins de 10% d'équipement à peu près 70% d'équipement. Et donc c'est énormément d'argent. Et
Quantitativement parlant, on peut dire que ça a marché, parce que 70% d'équipements, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens qui connaissent le marché de dossiers médicaux électroniques aux États-Unis, ils vous disent que la plupart des équipements sont de mauvaise qualité. Et que ça a créé un effet d'aubaine pour des industriels de niveau moyen pour fourguer leurs produits, puisque de toute façon, les médecins ne payaient pas, ils étaient déjà subventionnés par l'État. Donc c'est pas évident comme politique. Mais globalement, oui, normalement, je pense qu'il faut... Qu'est-ce qu'on peut faire en France, justement, vous qui planchez là-dessus chez Inato? Bon, la télémédecine, c'est un truc où on attend que ça sorte, quoi. Mais le décret sur la télémédecine, aujourd'hui, que je sache, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas de business model pour la télémédecine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télémédecine, elle est autofinancée par les patients s'ils décident d'avoir recours à des boîtes qui font de la télémédecine, alors que ce ne serait pas absurde pour l'assurance maladie d'essayer de financer, c'est-à-dire de couvrir pour qu'il y ait des consultations qui soient remboursées et qui évitent des consultations plus coûteuses. Étienne Mainvielle. Je dirais deux choses en complément. C'est soutien à l'innovation. On est dans un gisement d'innovation dans le secteur de la santé comme ailleurs très important. Je dirais pas de loi. C'est-à-dire qu'il faut laisser le marché industriel et le soutenir par des fonds d'investissement. De ce point de vue-là, le ministère de la Santé a proposé un fonds d'investissement. Il est important de soutenir les initiatives locales, certainement de l'accompagnement. Vous parliez des États-Unis. Les États-Unis savent faire, c'est le caractéristique du système qui veut ça aussi, mais de l'accompagnement plutôt que des démarches, comme on dit, centralisatrices, descendances, top-down, comme on fait trop souvent sans doute en France. Puis la deuxième chose, c'est pas rémunérer forcément l'acte de télémédecine, mais à nouveau rémunérer le processus de coordination, c'est-à-dire de remettre l'incitation sur la coordination. C'est s'assurer que l'outil, c'est pas l'outil en lui-même qui est l'objectif, c'est le fait que les personnes arrivent à mieux communiquer, que le patient reste mieux à domicile et qu'on garantisse cette coordination. Le docteur Jean-Paul Ortiz. C'est un des enjeux de la négociation conventionnelle. Il faut absolument que nous fassions rentrer dans cette convention quelques éléments de télémédecine. Et je rappelle que la télémédecine peut avoir différents aspects. C'est de la télésurveillance avec des objets connectés, c'est de la téléconsultation, c'est de la téléexpertise, c'est de la téléassistance. Donc nous devons, en fonction des spécialités, pouvoir rémunérer des mécanismes qui sont innovants, qui sont facilitants dans le suivi des pathologies chroniques et du maintien à domicile des patients dont je parlais tout à l'heure, et qui permettent aux patients d'être bien suivis et aux médecins d'être au courant de façon très régulière de ce qui se passe. Et par ce biais-là, d'éviter les recours à l'hospitalisation. C'est le cas dans l'insuffisance cardiaque et la surveillance du poids, par exemple, des choses aussi simple que ça. Et le fait d'avoir un objet connecté avec un reporting sur le cardiologue ou le médecin traitant qui suit le patient, parce que la plupart du temps c'est le médecin traitant, évite des recours excessifs à l'hôpital. Et c'est aussi peut-être quelque chose qui nous permettra d'améliorer le maillage territorial dans les endroits où il peut y avoir des problèmes de démographie médicale. La performance des médecins, justement, et peut-être les inciter. Allez, le mot de la fin, docteur. Oui, normalement, pour le suivi des maladies chroniques, par exemple. Donc, on va produire de plus en plus de données. On va avoir de plus en plus de données sur la santé des malades. Normalement, le médecin, demain, quand il suit beaucoup de maladies chroniques, il doit commencer sa journée derrière son ordinateur et pendant 1 heure, il doit regarder des données, justement, qui concernent la santé des gens. Et donc, si on veut que ça se passe, il faudra, je pense, trouver un moyen d'encourager les médecins à le faire. Et donc, ça passera certainement par des rémunérations, je pense. Merci à tous les trois. Docteur Jean-David Zeitoun, médecin hépato-gastro-entérologue, et puis à la tête d'Inato, une start-up donc justement qui réalise des études cliniques donc pour les biotech, pour les medtech. On était aussi avec Étienne Mainvielle, professeur de management à l'école des hautes études en santé publique, et puis le docteur Jean-Paul Ortiz à la tête du syndicat la CSMF. Vous restez avec nous, vous restez avec les décodeurs de l'écho dans une poignée de secondes. Tout à fait autre chose. L'espace avec la Russie qui veut redevenir un grand de l'espace, justement, tout nouveau cosmodrome. Adieu Baïkonour, direction l'Extrême-Orient désormais. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.